Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau grand invité de la rédaction. Il y a 8 mois maintenant, la France entière se confinait pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus, un nouveau virus mortel qui a tué jusqu'à présent plus de 33 000 personnes en France. Pour l'heure, pas encore de vaccin, mais des dépistages massifs auprès de la population. Au cœur de cette crise sanitaire sans précédent, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des chercheurs qui continuent d'œuvrer au quotidien. C'est le cas du CHRU de Tours. Bonsoir, professeur Frédéric Patat. Bonsoir. Merci de nous recevoir au sein de l'hôpital. Vous êtes président de la commission médicale d'établissement. Toute première question, à l'heure où nous enregistrons cette interview, mercredi 21 octobre, combien y a-t-il de lits occupés par des patients Covid et combien y en a-t-il en réanimation à Tours? Alors, le pointage d'aujourd'hui nous donne au total 21 patients considérés comme Covid+, c'est-à-dire actuellement contagieux. On a des patients qui ont été malades, qui restent à l'hôpital mais ils ne sont plus contagieux, c'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, ils sortent de nos... Voilà. 10 patients en réanimation, dont 8 actuellement en phase virale active. Ces patients qui sont aujourd'hui au sein du CHRU Tours, quels sont leurs profils? Est-ce que ce sont les mêmes profils que ceux de la première vague, par exemple? Alors, le virus n'a pas changé du tout. C'est le même virus qui circule dans le monde depuis décembre ou même un peu avant de l'an dernier. C'est un virus qui ne mute peu. Donc ça, c'est un élément intéressant et rassurant par ailleurs. D'autre part, oui, les patients ont le même profil. Alors là, juste le CHU, on a des trop petits nombres pour faire des statistiques, mais en gros, oui, on a les mêmes profils de personnes. Et ça reste un virus respiratoire et un virus qui est grave tout seul. D'accord ? C'est un virus de pathologie respiratoire grave. 8 mois après le début de la première vague, est-ce qu'aujourd'hui, vu l'évolution de l'épidémie, on peut parler d'une deuxième vague ou non? Ah oui, il faut dire, nous avons une deuxième vague. On a eu un creux, l'ensemble des indicateurs épidémiologiques étaient en creux, disons au mois de juillet, et on était vraiment, on était tranquille au mois d'août, si je puis dire, et puis depuis le début septembre, tous nos chiffres sont en train de monter. Alors on le voit effectivement, le taux d'incidence a été multiplié par 9 en Indre-et-Loire depuis septembre. Et rien que pour l'agglomération tourangelle, le taux d'incidence est à ce jour de 237 malades pour 100 000 habitants. Cela veut dire qu'on s'approche dangereusement du seuil d'alerte maximale qui est fixé à 250. Est-ce que ça veut dire que cette deuxième vague, elle est plus violente que la première? Non, alors d'abord, il faut bien dire ce que c'est que le taux d'incidence. Vous m'avez dit 237, ça veut dire que pour 100 000 habitants, chaque semaine, on enregistre 237 cas supplémentaires par semaine. D'accord ? Et si on regarde sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire, on est à peu près 600 000, donc il faut multiplier par 6 le chiffre pour savoir combien de nouveaux cas par semaine. Ce que vous me demandez par ailleurs, c'est est-ce qu'on est dans les mêmes cinétiques? Heureusement, non. C'est-à-dire que, oui, ce qu'on appelle, nous, le temps de doublement est plus grand. Alors, c'est très important que tout le monde comprenne bien ce que c'est que le temps de doublement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 100 personnes positives. Au bout du temps de doublement, qui aujourd'hui est plutôt de 3 semaines, au bout de 3 semaines, vous en avez 200. Puis 3 semaines plus tard, si rien ne changeait, on en aurait 400, puis 800, puis 1600. Ça s'appelle une croissance exponentielle et c'est évidemment non supportable. Donc, le taux d'incidence augmente et tant qu'il continue à augmenter, on est sur ce type de croissance. Donc, qu'est-ce que font les autorités? C'est, tant qu'on est en situation d'augmentation, il faut augmenter toutes les mesures préventives. Et donc, on a vu qu'on est passé d'un département vert à une alerte renforcée. J'espère qu'on ne passera pas en urgence sanitaire, mais tant qu'on augmente, il faut augmenter les gestes barrières et le lavage des mains, etc. Juste pour commenter, parce que moi c'est un chiffre qui m'interpelle. Au Japon, sur l'ensemble de l'épidémie, on est à, je l'avais renoté, 13 morts par million d'habitants. En France, on est à 505 morts par million d'habitants. Le virus est le même au Japon qu'ici, il n'y a pas de différence entre guillemets populationnelle, etc. Par contre, les Japonais, ils n'ont pas la même culture de proximité. Nous, on se fait la bise. Hein. Les Japonais, ils se font des saluts à 2 mètres de distance avec un signe de tête.
je ne dis pas que j'ai résumé le problème avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. La distanciation, enfin toutes les précautions qu'on nous indique, qu'on nous rabâche, etc., il faut vraiment les avoir en tête. C'est ça qui nous évitera une deuxième vague aussi puissante que la première. Pour faire face à cette crise sanitaire, on sait que l'hôpital a dû se réorganiser, déprogrammer notamment des opérations non urgentes. Il y a quelques mois de ça, aujourd'hui, les différents services essaient de rattraper ce retard aussi bien que possible. Est-ce que l'hôpital, le CHRU Tours, est prêt à affronter cette deuxième vague, c'est-à-dire à gérer des cas Covid et des cas d'autres pathologies aujourd'hui? Alors, dans une situation de ce type, l'élément important, c'est la gestion du temps. Pour deux raisons. Un, chaque fois qu'on prend une mesure, on a les effets 2-3 semaines après. Donc, si aujourd'hui on renforce tel ou tel aspect, ou si inversement la population se relâche parce qu'on fait la fête, voilà, c'est 2 à 3 semaines après qu'on verra les patients affluer. Donc, premièrement, sur le temps. Donc il faut beaucoup anticiper et ne pas attendre d'être dans la catastrophe. Et deuxièmement, nous, la politique du CHU depuis le mois de mars, c'est un peu comme aux échecs, c'est 2 coups d'avance. Et ça répond à votre question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne déprogramme pas. Aujourd'hui, on a... Par contre, ce que nous faisons, c'est que nous avons un médecin, un chirurgien sur Bretonneau, un médecin, un chirurgien sur Trousseau, qui sont chargés de faire le tour de l'ensemble des spécialités, parce que ce n'est pas pareil quand on est en cancéro, quand on est en obstétrique ou quand on est en orthopédie, de façon à voir très finement, spécialité par spécialité, à qui on peut proposer de retarder un rendez-vous et à qui on dit non, cette personne, elle doit absolument venir au rendez-vous qu'on a fixé au mois de novembre. Donc c'est ça qu'on est en train de faire et c'est un gros boulot, mais c'est extrêmement important. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que malgré tous les rendez-vous qui ont été annulés mars, avril, mai, on n'a perdu personne de vue. Et donc ce sont nos secrétariats, nos équipes médicales, etc., qui tracent toutes ces situations-là. Depuis 8 mois, tout le personnel hospitalier est mobilisé face à ce virus. On l'a vu dans les médias, etc. Mais la fatigue se fait aussi sentir. On l'a vu la semaine dernière avec cette manifestation sociale dans les rues. Il y a un ras-le-bol général du personnel hospitalier. Certaines personnes ont même démissionné. Est-ce que ça signifie aujourd'hui un manque de moyens humains au sein du CHRU de Tours? Alors, ras-le-bol, on peut interpréter ça de différentes façons. Ce qui se passe, c'est que l'ensemble des professionnels, quel que soit leur grade et même leur fonction, même en informatique, même au service technique, tout le monde a été quand même très lourdement mis à contribution. On se dit que ça recommence, donc il peut y avoir aussi un sentiment de lassitude. Chacune doit aussi gérer les problèmes de ses enfants, de ses parents, de ses grands-parents. Enfin bref, la société est sous tension, ce n'est pas propre à l'hôpital. Et donc, on en subit comme tout le monde les conséquences. On a des taux d'absentéisme qui sont importants. L'hôpital a massivement recruté des professionnels. Ça veut dire que vous avez un vivier de soignants capables de faire des remplacements? Justement, c'est qu'on est allé au bout du vivier. Donc tous les jeunes qui sortent des écoles, par exemple, écoles d'aides-soignantes, écoles d'infirmières, on les a, voilà, il n'y en a plus sur le marché, si je puis dire. En tout cas, eux, ils n'ont pas de crainte sur l'emploi. Ils trouvent du boulot. Maintenant, on est dans une situation difficile, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et je dirais, on est peut-être un peu moins en difficulté que d'autres régions. Moi, quand j'entends les collègues lyonnais discuter, eux, ils sont dans une phase où ils ont véritablement déprogrammé parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors on va passer à un autre thème, le thème des vaccins, parce qu'on le sait, avec l'hiver arrivant, un autre virus va faire son apparition, ou a déjà fait son apparition, la grippe. Les pharmacies sont déjà en rupture de stock au niveau des vaccins. Est-ce que vous avez peur d'être submergé par un afflux de patients, en plus des cas Covid? Alors, tous les ans, le sujet de la grippe, c'est notre marronnier à nous, médecins. Tous les ans, on se dit quand va arriver la grippe? Est-ce qu'elle sera plutôt en novembre, décembre, en février? Bon. Et puis, quelle sera la hauteur? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises années. Bon. Donc, bien évidemment, cette année, la grippe plus le Covid, ça serait une très mauvaise idée, puisque nous, on a le sentiment que du Covid, de toute façon, on va en avoir pour tout l'hiver, et j'espère pas trop après, mais personne n'en sait rien, pour être très franc. Donc il ne faut pas qu'on surajoute avec la grippe. Bon. De ce fait, il est singulièrement important, d'une part, que la population se vaccine. Alors vous me dites qu'il y a des pharmacies en rupture.
d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire que la population se vaccine. Bon. Et puis les premiers qui doivent se vacciner, et on milite très fort là-dessus, hein, on a des actions très énergiques à l'intérieur de l'hôpital, c'est évidemment les soignants. D'abord parce qu'on est au contact des gens, on ne doit pas être vecteur de contamination. Et puis, comme je vous le disais, on manque de force, de sources. Ce n'est pas le moment d'aller passer une semaine avec 42 fièvres à la maison. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, pour la grippe, il y a un vaccin. Il n'y en a pas encore pour le Covid, mais ça ne saurait tarder, en tout cas on l'espère. L'INSERM a d'ailleurs lancé une grande campagne pour trouver des volontaires, des cobayes pour des essais cliniques. Tours sera centre d'essai. En quoi ça va consister? Alors oui, il y a 150 vaccins qui sont actuellement en cours de développement, recensés par l'OMS. Donc voilà. Après, l'INSERM a organisé un grand système qui s'appelle Covirivac et qui consiste à recruter 25 000 volontaires potentiels et d'identifier les centres qui, en France, présentent les garanties suffisantes pour accueillir ensuite les essais. Tours fait partie, et notre CIC et l'équipe d'infectiologie avec Louis Bernard et le docteur Valérie Gissot font partie des 20 centres identifiés en France. Donc combien y aura-t-il de personnes? Bon, je ne sais pas, si je fais une règle de 3, il y aura probablement plus de 1000 personnes susceptibles d'être recrutées sur Tours. Juste pour préciser les choses, attention, tous les gens qui se sont inscrits ne seront peut-être pas appelés à participer à un essai thérapeutique qui sera probablement un essai de phase 3. Pourquoi? Parce que nos essais, les essais qui vont être, ils ont des cibles. Et donc, il y a des critères d'inclusion, il y a des critères d'exclusion, etc. Donc, les volontaires sont recensés. Ensuite, on verra qui sera sélectionné, si je puis dire. Alors là, on a parlé des vaccins. Il y a une phase avant, effectivement, les vaccins, ce sont les tests. Hein. On en parle beaucoup de ces tests, notamment sur leur fiabilité. On connaît le test PCR, nasopharyngé, le test virologique et bientôt le test antigénique, dit rapide. En quoi ça consiste? On a en 20 minutes le résultat. Comment ça marche? Nous utilisons les tests d'amplification PCR. On en fait jusqu'à 600 par 24 heures. Donc, le labo de virologie est une usine à faire des tests. Donc, c'est des tests qui amplifient l'ARN des virus. Ils ont comme énorme avantage d'être sensibles à 99, peut-être 5%. C'est les tests qu'on utilise nous à l'hôpital, parce que nous à l'hôpital, nous avons des malades. Et donc, il s'agit d'être sûr qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas le virus et il n'y a pas de zone grise. Bon, ça, c'est pour nos patients. Les tests antigéniques, ce sont des tests un peu moins sensibles, mais qui ont une toute autre utilisation. C'est, par exemple, vous allez dépister une population d'étudiants qui sont dans une résidence universitaire. Hein, c'est par exemple, un des exemples qu'on a imaginé. Vous testez 1000 étudiants. S'il y en a 15 de positifs et qu'on en attrape 13, eh ben, c'est déjà, et qu'on en rate 2 en gros, parce que c'est un test moins sensible, c'est pas grave. On a déjà identifié 13 personnes à qui on va éviter de contaminer leur environnement, leurs parents, leurs familles, Ça veut dire qu'ils sont etc. moins fiables, il faudra forcément passer le test PCR après? Alors, quand on a des gens positifs, oui. Quand on a quelqu'un de positif sur le test antigénique, il faut le confirmer par un test PCR. Bon. Mais là, le test antigénique, c'est pour des gens qui ne sont pas malades. Hein. Donc, on essaye d'attraper dans la population, dans des populations ciblées, ceux qui pourraient l'être, de façon à être un peu dans la prévention de la contamination. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous avoir accordé cet entretien. Et bon courage à vous dans cette lutte contre la Covid. Oui. Merci à vous d'avoir été fidèle et d'avoir suivi cette interview. Très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire.